Ballonnement, douleur abdominale, diarrhée ou même constipation qui reviennent sans explication, beaucoup de personnes entendent « c'est le stress ». Pourtant, il s'agit vraiment d'un trouble reconnu par la médecine, le syndrome de l'intestin irritable. Dans cette vidéo, on va plonger dans ce qui se passe derrière ce syndrome, ce que la science a découvert ces dernières années et surtout quelles sont les solutions validées qui peuvent vraiment aider. On va voir ensemble ce qu'est le SI et comment on le diagnostique, les mécanismes profonds au niveau du microbiote, du cerveau, de l'inflammation et de l'alimentation, les stratégies scientifiquement prouvées pour soulager les symptômes, mais également les pistes d'avenir qui changent déjà la prise en charge. Alors le SI, c'est tout simplement un trouble fonctionnel de l'intestin. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que l'intestin fonctionne de manière anormale, mais qu'on ne trouve pas de lésions, ni d'ulcères, ni de maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn. Pour le diagnostic, il repose sur les critères ROM4. C'est un ensemble de critères cliniques internationaux qui permet de diagnostiquer le syndrome de l'intestin irritable et d'autres troubles digestifs fonctionnels uniquement à partir des symptômes sans chercher systématiquement une maladie organique. On y retrouve des douleurs abdominales au moins une fois par semaine pendant 3 mois consécutifs avec notamment un changement au niveau des selles. Alors ces douleurs, elles proviennent de 4 sous-types. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est pour que tu puisses en fait comprendre le fin fond du problème. On a soit l'IBSD, c'est des diarrhées prédominantes, l'IBSC, donc ça c'est une constipation qui est prédominante, l'IBSM, donc là en fait c'est un mix des deux précédentes, donc de la constipation qui est alternée avec de la diarrhée. Et on a en quatrième l'IBSU, ça c'est non classé. Et justement, savoir ces fameux IBS, c'est important pour ajuster derrière le traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SI, ça touche entre 5 et 15% de la population mondiale. Donc ce n'est pas rien. Et ça, le problème, c'est que ça va venir affecter le quotidien au travers des absences au travail, de la fatigue, de l'anxiété sociale et aussi d'une alimentation limitée. Donc c'est pas un simple inconfort, c'est une vraie problématique de santé publique. Les recherches, elles montrent justement que le SI, c'est pas un seul problème, c'est plusieurs mécanismes qui viennent s'entremêler. On parle donc d'un syndrome qui est multifactoriel. Ces causes, elles sont divisées en plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'axe cerveau-intestin. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Si ça va pas au niveau de l'intestin, ça n'ira pas au niveau de la tête. Et inversement. Parce que oui, l'intestin et le cerveau, ils communiquent en permanence par le nerf vague, des hormones et le microbiote. Chez les personnes qui en sont atteintes, le dialogue entre les deux, il est souvent altéré. Et le résultat, c'est que le cerveau, il va interpréter ça comme des signaux douloureux, alors qu'en fait tout va bien. Le deuxième axe, c'est l'hypersensibilité viscérale. Le système nerveux de l'intestin, il devient plus sensible. Un simple étirement par des gaz peut être perçu comme une vraie douleur. Le troisième axe, c'est la motilité intestinale. Ça, on l'a vu précédemment, c'est que le transit, en fait, il peut être trop rapide et alterner entre de la constipation et de la diarrhée. Les anomalies, elles sont dynamiques, ce qui explique justement les alternances. Quatrième axe, c'est le microbiote intestinal. Pour les personnes qui en sont atteintes, les études elles montrent vraiment une dysbiose. Donc en fait c'est un microbiote et notamment les bactéries intestinales qui sont complètement désordonnées. Certaines bactéries, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont produire des gaz ou des métabolites qui vont venir attaquer et du coup inflammer les parois de l'intestin et qui vont aussi du coup modifier la motricité. En cinquième axe, on va retrouver aussi une inflammation de bas grade, parce que oui, on retrouve parfois une faible inflammation et une barrière intestinale qui est plus perméable. Ce phénomène peut apparaître avec une gastro-entérite et là par contre on va parler de post-infectious IBS. Sixième point, ça va être l'alimentation. Je pense que ça, si tu en es atteinte, on a dû déjà t'en parler, de mettre en place une alimentation anti-FODMAP. Parce que oui, certains aliments qui sont riches en FODMAP, donc c'est des glucides qui sont fermentescibles, justement sont fermentés par le microbiote et ça peut provoquer des ballonnements et des douleurs. Et on retrouve aussi les graisses, la caféine et l'alcool qui peuvent aussi augmenter ces douleurs suivant les individus. C'est quelque chose qui revient souvent avec certaines femmes que j'accompagne et qui en sont atteintes en suivi, et des fois c'est pas forcément l'aliment en tant que tel qui va provoquer ces douleurs, mais ça peut être lié à la quantité. Donc peut-être que ça peut passer, mais juste vérifie et fais attention à la quantité. Et le septième axe, c'est les facteurs psychosociaux. Donc, par exemple le stress chronique, l'anxiété, les traumatismes qui peuvent amplifier les signaux de douleur et aggraver le déséquilibre de l'axe intestin-cerveau. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est donc un diagnostic positif. C'est-à-dire que les médecins, ils posent le diagnostic sur la base des symptômes, à condition qu'il n'y ait bien sûr pas de signe d'alarme. Si par contre l'un des signes que je t'affiche là à l'écran est présent, c'est autre chose. Il faut chercher ailleurs d'autres maladies comme par exemple le cancer colorectal, la maladie coéliaque ou encore le MIS-C. Pour ça c'est très simple, il y a des tests qui sont mis en place, prise de sang, test de la maladie coéliaque,
calprotectine fécale pour justement éliminer une maladie inflammatoire. Et la coloscopie par contre c'est un petit peu plus poussé, c'est vraiment s'il y a une suspicion de risque. Alors malheureusement, il n'y a pas de traitement magique ou miracle, c'est vraiment multimodal, c'est-à-dire que c'est adapté suivant la patiente ou le patient. Alors en général, ce qui est mis en place, comme on l'a vu plus tôt, c'est un régime sans FODMAP. Donc en fait, on va avoir de la suppression dans un premier temps, donc enlever tous les aliments qui provoquent ces fameuses inflammations. Ensuite, on va les réintroduire de manière progressive et ensuite, on interprète les résultats. Est-ce que c'est ça ou pas? Il existe aussi une solution un peu plus simple, avec notamment le régime méditerranéen qui sera riche en fibres solubles, réduction du gluten ou des graisses selon bien sûr la tolérance. Sur la partie microbiote, qu'est-ce qui est mis en place? Tout simplement des probiotiques. Donc bien sûr elles sont ciblées comme par exemple le Bifidobacterium infantis ou encore certaines souches de Lactobacillus. Mais on peut retrouver aussi un traitement avec du rifaximine. C'est un antibiotique non absorbable, efficace surtout pour les IBSD. Donc comme on l'a vu plus tôt, c'est les diarrhées prédominante. En troisième point, on a la transplantation fécale, mais ça malheureusement c'est encore trop théorique et pas assez expérimenté. Toujours dans nos stratégies d'optimisation après les FODMAP et les microbiotes, on a aussi la gestion de l'axe intestin et cerveau, avec notamment l'hypnothérapie intestinale. Donc certaines études sont solides sur la réduction de la douleur, mais également la thérapie cognitivo-comportementale, donc le fameux TCC. Son efficacité en tout cas elle a été démontrée, et on peut retrouver des choses un petit peu plus simples comme la méditation, le yoga ou encore la cohérence cardiaque. Et la dernière solution, quand vraiment tu as tout essayé et qu'il n'y a rien qui fonctionne, ça va être les médicaments. On retrouve les antispasmodiques, donc ça c'est pour les douleurs, les laxatifs osmotiques, donc pour les IBSC, les antidiurétiques pour les IBSD, et il y a également d'autres médicaments un petit peu plus récents comme le linaclotide ou l'éluxagdoline qui bien sûr dépend de sa disponibilité. Selon moi, la meilleure chose à mettre en place, c'est une combinaison de trois choses. Déjà, on va avoir l'alimentation, bien sûr calibrée selon la personne, la gestion du stress et aussi l'optimisation du microbiote. Vraiment, les médicaments, c'est le dernier recours. Alors les chercheurs travaillent actuellement sur des biomarqueurs du microbiote ou du métabolisme pour identifier des sous-types biologiques et proposer des traitements ciblés. Au lieu de donner des bactéries vivantes, on pourrait directement administrer les molécules qui en sont bénéfiques. Mais on retrouve également l'intelligence artificielle pour analyser le microbiome, ou encore des algorithmes pour personnaliser la nutrition. Pour résumer, le syndrome de l'intestin irritable, c'est pas dans ta tête. Il y a une interaction complexe entre le cerveau, le microbiote, l'alimentation, l'immunité et le stress. Comme on l'a vu au travers de cette vidéo, c'est que la bonne nouvelle, il existe aujourd'hui des solutions qui sont durables et qui permettent d'améliorer la qualité de vie. Maintenant, imagine pouvoir vivre tes journées sans douleur ni inconfort, avec une stratégie adaptée à ton corps et à ton cycle. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio pour réserver ta consultation offerte et on verra ensemble qu'est-ce que tu peux mettre en place pour optimiser tout ça. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre un petit peu mieux ton intestin, n'hésite pas à liker, commenter ou même la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, parce que plus on en parle, plus on brise les tabous au niveau de la santé digestive. À très vite.